En fouillant les archives poussiéreuses du ministère de l'Intérieur, je suis tombé sur un dossier classé confidentiel, daté du 3 novembre 2023 et intitulé, d'une écriture hâtée, Caravane nocturne. Et dès la première page, un frisson m'a traversé la nuque. Parce que ce n'était pas un dossier comme les autres, mais un assemblage de rapports techniques, de photographies floues, de reçus froissés et d'une clé USB collée avec du scotch marron, comme si quelqu'un avait voulu s'assurer que personne ne l'ouvrirait par hasard. La couverture portait le tampon habituel des services et la recommandation à ne pas divulguer au public. Et dans la marge, une note au stylo-bille précisait « Intervention délicate, risque d'implication d'organisation structurée », comme si la simple lecture de ces pages engageait une responsabilité. J'ai d'abord douté, puis la curiosité qui me rongeait m'a poussé à brancher la clé USB sur mon vieux lecteur. Le premier fichier vidéo s'appelait chrono_2023-03-2214.mp4 et mon écran a aussitôt projeté une file serrée de camions et de camionnettes roulant de nuit à vive allure sur l'autoroute A7, quelque part entre Lyon et Orange, éclairés par des phares jaunes et encadrés par deux berlines noires sans plaque signalétique. La pluie fine et la brume formant une pellicule humide sur la lentille qui faisait pétiller les lignes lumineuses comme autant d'épines. Un texte superposé indiquait l'heure. 22h14, R17, café routier. Le même endroit figurait sur un reçu froissé trouvé dans le dossier, daté et taché de café, comme un témoin silencieux qu'on aurait laissé tomber par inadvertance. La vidéo était tremblée, noyée de bruit, et à travers le grésillement, on entendait des jurons étouffés, une respiration haletante, le frottement d'une corde, des phrases prononcées à voix basse en code, et puis une coupure brutale, comme un interrupteur qu'on aurait fermé. Le dossier comprenait aussi des procès-verbaux. 29 véhicules avaient été signalés entrant dans le tunnel de Saint-Maurice à 22h et quelques minutes. Mais lorsqu'on vérifia les images de surveillance 20 minutes plus tard, seules 12 plaques étaient visibles. Et sur le terrain, la chaussée était propre, sans trace d'accident, ni cadavre. Seulement des empreintes qui s'arrêtaient net, comme si la route avalait les traces. Les rapports officiels, écrits par des gendarmes d'expérience, laissaient pourtant transparaître l'ébahissement et la peur. Des familles appelaient pendant des jours pour n'obtenir que des réponses évasives, des chauffeurs évoquaient des berlines qui suivaient de trop près, des signaux lumineux brefs sur le radar qui s'éteignaient l'un après l'autre, et des radios qui grésillaient, comme si quelqu'un faisait danser les fréquences. Des notes marginales griffonnées par un adjudant indiquaient, en lettres précipitées, « On ne comprend pas », classé par la hiérarchie, « Témoin étouffé ». J'ai lu la transcription d'un message vocal laissé par un opérateur de péage, retrouvé pendu 24 heures après l'incident, dans sa cuisine, sans effraction ni trace de lutte. Sur le répondeur, il marmonnait, la voix déformée par la panique, « Ils ont emporté les camions comme on enlèverait des cabines téléphoniques. Je n'ai vu que des carrosseries vides et des sièges encore tièdes. Ne suivez pas la caravane. » Puis le silence. Le matin suivant, les photographies prises sur le site montraient une bande d'arrêt d'urgence jonchée de pare-chocs intacts abandonnés comme des coquilles, des bidons vides et un morceau de toile déchiré accroché à un muret. Et sur une image floue, la silhouette d'un enfant sur le siège arrière d'un fourgon, comme si quelqu'un avait voulu oublier une présence. Mais c'est la note d'un journaliste indépendant, Mathieu Renaud, qui me poursuivit. 2 jours avant sa disparition, il avait envoyé à un collègue un SMS laconique. Il ne transporte pas d'armes, c'est pire. Son dernier courriel, partiellement récupéré par des techniciens, contenait une adresse IP et la mention « Rencontre, R17, 22h10 », ce qui me fit retenir mon souffle. Le reçu du café routier, R17, 22h14, devint dès lors pour moi davantage qu'un simple bout de papier. Il ressemblait à une marque d'humanité posée au milieu d'une mécanique d'effacement. Une preuve qu'au moins une personne, ce soir-là, avait touché à la normalité d'une tasse de café avant que l'inimaginable ne se produise. Parmi les annexes se trouvaient 3 lettres anonymes adressées à un patron de site logistique, menaçantes et précises, l'une évoquant une « opération de transfert nocturne » et exigeant que le chargement soit pris en charge sans poser de questions. Les familles, dans leurs témoignages, décrivaient un téléphone qui sonnait dans le vide, des registres administratifs comportant des erreurs, des déclarations de départ modifiées, des corsets administratifs vides, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer l'existence même de certains individus.
Un rapport médico-légal notait l'absence totale de traces biologiques exploitables sur certains sièges supposés occupés. Ni salive, ni empreinte digitale. Seulement un vide, auquel s'ajoutait la mention d'odeur antiseptique et d'un produit chloré employé pour nettoyer, ce qui laissait supposer l'usage d'un agent neutralisant ou la manipulation méthodique des surfaces par des mains expertes. La mention récurrente du protocole 9 et des annotations manuscrites dans les marges, compression psychotraumatique, neutralisation des témoins, procédure d'effacement, sonnait plus comme le langage d'un laboratoire que la vérité bien déterminée. Et cette évidence me donna la chair de poule. Qui donc, dans quel endroit du système, aurait intérêt à concevoir un protocole d'effacement? Les témoignages directs faisaient froid dans le dos. Un gendarme de la brigade de Vienne parlait d'un silence compact et dense qui avalait les bruits. Un employé de l'aire de service racontait comment 2 hommes, cette nuit-là, avaient commandé 2 cafés sans sucre, avaient ri nerveusement en regardant la route et étaient repartis en Mercedes en murmurant « Ce soir, la route nous appartient ». Et un ancien manutentionnaire, sous couvert d'anonymat, décrit comment on préparait les camions comme on prépare un cercueil. On enfermait, on couvrait, on scellait. Un rapport technique faisait état de perturbations radio dans la bande FM, de courants parasites sur les signaux de péage et d'équipements sophistiqués employés pour brouiller certaines fréquences. Pas du bricolage d'amateurs, mais l'œuvre de techniciens connaissant parfaitement l'infrastructure autoroutière. J'ai passé des nuits à scruter la vidéo image après image. À 22h16, l'ombre d'un homme descend d'une berline, ouvre la porte latérale d'un camion, revient les mains vides. À 22h17, le bruit d'une casse qui se ferme. À 22h19, les caméras s'interrompent. Ailleurs, les horodateurs restituent des heures qui semblent reculer, comme si on avait recréé le temps. La hiérarchie locale, quant à elle, demeurait étrangement muette. Des notes internes demandaient de restreindre les communications et d'éviter tout de suite, et un mémo mentionnait une ligne téléphonique dédiée, centrale émission limitée, ce qui, plus que tout, me fit comprendre qu'il y avait là une coordination voulue, peut-être pour protéger quelque chose que l'on jugeait trop dangereux pour être exposé. J'ai recoupé les noms. 18 personnes missantes, selon une liste administrative, furent absentes des registres d'état civil ou portaient des mentions incomplètes. Une mère hurlait au téléphone qu'on lui avait dit que son fils avait livré à Marseille. Un frère racontait comment le conducteur revenu pâlit et se mit à répéter « Nous sommes passés, comme un automate ». Une jeune fille retrouvée hagarde griffonnait encore la même phrase « Il y a des chambres sans nom ». Les éléments réunis dessinaient l'hypothèse la plus terrible. Un convoi géré en cohabitation entre réseaux parallèles, entreprises de transport légitimes et sous-traitants sans scrupules, éléments infiltrés dans l'administration et groupes organisés maîtrisant procédures et failleurs. Une mécanique d'absence pensée pour ne laisser aucune trace. Loin de simple trafic, tout ici avait l'odeur clinique d'une expérimentation, d'une neutralisation méthodique où le silence était la règle. Et pour conclure, il y avait un mémorandum sobre d'une autorité supérieure demandant que l'information soit préservée pour la sécurité nationale et recommandant une coordination entre services compétents, phrase administrative glacée qui donnait l'impression qu'on pouvait conjuguer effacement des vies et sécurité étatique, sans vergogne. Je me suis levé, j'ai regardé la pluie rebondir sur la vitre de mon bureau et j'ai compris que la caravane nocturne n'était pas seulement une série d'énigmes techniques, mais un seuil, une mécanique d'absence qui aspirait des vies et effaçait leurs traces. J'ai tenu la clé USB entre mes doigts, froide, anodine, comme une pierre tombale numérique. La route laissait derrière elle des papiers froissés, des regards vides, des chambres sans nom, et j'ai su, en regardant ces pages, que je ne pourrais pas dormir tant que je n'aurais pas poussé plus loin cette porte que d'autres avaient pris soin de verrouiller. Je pris alors la clé USB comme on prend un verdict, lourde, froide, et chargé d'une responsabilité que je ne pensais pas pouvoir porter. La France de l'automne 2023 n'était pas en guerre, mais les routes avaient la lourdeur de la tension. Inflation galopante, routiers épuisés par des semaines sans repos, gares routières devenues des campements improvisés où les odeurs de gasoil et de café froid se mélangeaient aux murmures inquiets sur des convois mystérieux. L'autoroute A7, artère de métal entre Lyon et Marseille, vibrait la nuit d'un flot incessant de poids lourds, mais dans ce décor banal se nichait une étrangeté que peu osaient nommer. Car depuis plusieurs mois, les chauffeurs parlaient d'un passage qui s'effectuait toujours de nuit, entre 22h et 4h du matin, sous escorte de berlines noires, et quiconque posait trop de questions disparaissait ou se voyait offrir une prime indécente pour se taire. Les cafés routiers, avec leurs néons fatigués et leurs tables collantes,
devenaient les lieux où l'on échangeait les rumeurs. Une serveuse jurait avoir vu un camion sortir du tunnel sans conducteur. D'autres racontaient que les plaques étaient changées en cours de route par des hommes en combinaison. Un vieil habitué murmurait que les phares des voitures d'escorte n'éclairaient pas vraiment, qu'ils avalaient la lumière comme des gueules de métal. Dans ce paysage usé vivaient les personnages qui allaient devenir essentiels. Julien Marceau, 38 ans, ancien gendarme devenu détective privé après une mise à pied pour insubordination, réputé obstiné, mâchoire serrée, cicatrice au-dessus du sourcil gauche, il passait ses nuits à écumer les aires de repos, buvant trop de café noir et notant chaque plaque suspecte dans un carnet usé. À ses côtés, parfois, Aïcha Benhamar, journaliste d'investigation pour un site indépendant, silhouette discrète, cheveux attachés sous une capuche, toujours avec un petit appareil photo et un dictaphone caché. Elle enquêtait depuis des mois sur ce qu'elle appelait la caravane fantôme et croyait à un trafic d'êtres humains maquillés en transport logistique. Autour d'eux, toute une galerie de silhouettes croisées. Un routier polonais nommé Marek, qui jurait avoir perdu un collègue englouti dans un tunnel. Une serveuse d'air autoroutière qui gardait, scotché sous son tiroir-caisse, un reçu taché de sang qu'elle n'avait jamais osé donner à la police. Un vieux prêtre de village, ancien aumônier militaire, qui parlait d'ombres allongées au-dessus des camions et d'un chapelet de métal qu'il fallait éviter à tout prix. L'atmosphère était saturée de détails qui donnaient à l'histoire une véracité glaçante. Les tickets de péage conservaient des horaires incohérents, parfois marquant 2 passages identiques pour le même véhicule à quelques minutes d'écart. Des appels radio captés par des amateurs révélaient des phrases codées comme « chambre ouverte » ou « chargement prêt ». Un registre d'entretien du tunnel de Saint-Maurice mentionnait des anomalies électriques récurrentes, sans jamais préciser la nature exacte des pannes. Et partout, dans les villages alentours, les habitants disaient sentir le sol vibrer à des heures impossibles, comme si une armée invisible traversait la terre sous leurs pieds. Les détails banals renforçaient la crédibilité. Des affiches de concerts déchirées sur les murs déserts, des camions frigorifiques remplis de yaourts abandonnés, des chiens de routiers qui hurlaient toujours au même endroit du parking, refusant d'avancer plus loin, comme si une odeur invisible les arrêtait. Et dans ce décor, les nuits semblaient s'étirer plus longtemps qu'ailleurs, comme si le temps lui-même hésitait à continuer. Julien, avec son carnet, notait les noms des sociétés de transport, les logos repeints à la hâte, les plaques étrangères, souvent hongroises ou bulgares. Aïcha, elle, accumulait les témoignages, des bribes de phrases arrachées à des chauffeurs ivres, des coupures de journaux locaux évoquant des disparitions de colis, des enfants signalés en fugue, jamais retrouvés. L'un et l'autre étaient animés par un sentiment mêlé de colère et de peur. Colère face au silence des autorités, peur d'approcher trop près de cette zone grise où les faits ordinaires, camions, tunnels, tickets de péage, basculaient dans une mécanique d'horreur. Le décor était posé, une France nocturne, sous ses lampadaires oranges, avec ses parkings humides, ses routes interminables et son brouillard qui engloutissait tout. Un pays familier mais traversé par une ligne invisible où circulait la caravane nocturne, convoi de métal et de secrets qui dévorait ceux qui le croisaient. Au départ, ce ne furent que des signes isolés. Des anomalies étranges que l'on aurait pu attribuer à la fatigue des chauffeurs ou aux caprices de la technique, mais qui, rassemblés, formaient le filigrane d'une terreur organisée. Et plus Julien et Aïcha enquêtaient, plus la réalité semblait se tordre autour de la caravane nocturne. Sur l'Air 17, les chiens des routiers refusaient de s'approcher des camions qui participaient au convoi, grognant, griffant le sol, se couchant ventre contre terre comme pour éviter un orage invisible. Et certains mourirent même subitement, langue gonflée, yeux révulsés, sans cause apparente, ce qui força un vétérinaire local à dresser un rapport où l'on pouvait lire cette phrase glaçante: « Arrêt cardiaque simultané de 3 animaux à 22h20 précise, aucune pathologie préalable. » Mais comme si cela ne suffisait pas, des oiseaux migrateurs commencèrent à s'écraser, en masse contre les pare-brises de véhicules garés, toujours au moment exact où le convoi passait dans le tunnel de Saint-Maurice, transformant le bitume en un tapis noir de plumes et de sang qui faisait reculer les curieux. Julien nota scrupuleusement ces détails dans son carnet et Aïcha, de son côté, enregistra sur son dictaphone le témoignage d'un pompiste. « J'ai vu les phares s'éteindre un à un comme des bougies et pourtant les moteurs tournaient encore. On aurait dit que la nuit elle-même les avalait. » Mais ce fut la disparition de Marek, le routier polonais,
qui marqua le premier basculement tragique. Il avait dessiné à la hâte un schéma du tunnel sur une serviette de papier. Il parlait de zones mortes où les radios cessaient. Il tremblait en disant que certains camions ne transportaient rien de légal. Puis il disparut en moins de 5 minutes, laissant sa bière à moitié pleine et une chaise vide. Et les caméras de l'air ne montrèrent jamais son départ, comme si sa silhouette avait été effacée image par image. Quelques heures plus tard, un fourgon abandonné fut retrouvé à 10 km de là, portière ouverte, moteur en marche, et sur le siège passager, il y avait une serviette déchirée, tachée de bière et de sang. Puis il y eut l'affaire de l'employé de péage, enregistrée par la vidéosurveillance. À 22h17, il se penche vers son écran, voit défiler une trentaine de véhicules, puis soudainement son visage se fige. Il prend son téléphone, compose un numéro, mais le combiné glisse de ses mains. Ses lèvres murmurent « Ils ne passent pas, ils disparaissent », avant que l'image ne se brouille. Le lendemain, on le retrouva dans sa voiture de service, front traversé par une balle, revolver dans la main gauche, alors qu'il était droitier, et le rapport balistique conclut à une impossibilité technique. C'est à partir de là que les signes se multiplièrent. Les néons de l'Air 17 s'éteignaient chaque soir exactement à 22h19, plongeant les parkings dans une obscurité totale, puis se rallumaient à 22h24, comme si rien ne s'était produit. Et pourtant, durant ces 5 minutes, des témoins affirmaient voir des silhouettes se déplacer entre les camions, vêtus de manteaux trop longs, visages cachés sous des capuches, immobiles parfois des heures durant, disparaissant au premier clignement de paupières. Dans le carnet de Julien figure la note du 14 octobre. 2 silhouettes sur la bande d'arrêt d'urgence, immobiles. Quand nous avons approché, elles ont tourné la tête simultanément, mais il n'y avait pas de visage. Aïcha réussit à obtenir la copie d'un rapport interne de gendarmerie. Un routier retrouvé égorgé sur le siège de son camion, mains crispées sur le volant, yeux ouverts fixant la route. Et la radio encore allumée diffusait une boucle vocale. Chambre ouverte, chambre fermée. Répétée indéfiniment. Le corps avait été vidé de son sang, sans éclaboussure, comme si on l'avait siphonné. Et le rapport se concluait par un mot manuscrit. Suicide improbable. À peine une semaine plus tard, dans un village voisin, une famille qui revenait de vacances raconta avoir croisé le convoi à minuit. Leur enfant de 8 ans s'était mis à répéter d'une voix monocorde. 12 sortent, 17 restent, avant de s'effondrer. Convulsions, yeux révulsés. Et les médecins du CHU notèrent dans son dossier tracés EEG anormaux, activité synchrone, comme si l'enfant recevait un signal extérieur. Et le plus inquiétant fut que le chiffre 17 apparaissait dans plusieurs anomalies. 17 tickets de péage sans cohérence, 17 minutes de silence radio au même créneau, 17 anomalies électriques dans le tunnel en un mois. D'autres meurtres suivirent, un routier retrouvé pendu sous un pont. Cordage industriel noué de façon trop précise pour être improvisé. Un garagiste avion réparé un des camions impliqués fut découvert dans son atelier, crâne fracassé contre l'étau, et sur le mur derrière lui était écrit en lettres de sang « La route nous appartient ». Même un prêtre du coin, ancien aumônier militaire, confia à Aïcha que les soirs de convoi, il entendait résonner des psaumes inversés dans son clocher et que les crucifix de l'église tremblaient comme sous un souffle. Dans les notes personnelles d'Aïcha à retrouver plus tard sur sa carte SD, elle décrit une nuit où elle filma un convoi avec son appareil photo. Les images montrent 30 camions, mais sur la pellicule développée n'apparaissent que 12 silhouettes de véhicules. Les autres zones sont vides, comme si effacées par une main invisible. Et elle conclut « Soit mon appareil est fou, soit la route absorbe ce qu'elle veut. » Julien, de son côté, devint obsédé par un détail, les bruits enregistrés sur son dictaphone à chaque passage. Un battement régulier, comme un cœur mécanique, qui résonnait exactement 17 fois avant de s'éteindre. Et chaque fois qu'il réécoutait la bande, il jurait entendre une respiration entre les battements. Les premiers signaux s'étaient donc transformés en une suite de tragédies. Animaux morts, enfants en transe, routiers assassinés, témoins disparus, techniciens neutralisés, et partout l'ombre du chiffre 17, comme un code caché derrière chaque événement. À ce stade,
Il n'était plus question de simples rumeurs ou de folklore de routiers. La caravane nocturne commençait à frapper avec méthode. Elle nettoyait derrière elle les traces, effaçait les visages, mais laissait juste assez d'indices pour que les rares curieux sentent une main glacée leur tirer la manche. Et dans les nuits de la Sète, entre brouillard et phares aveugles, l'air vibrait désormais d'une certitude insoutenable. Le convoi n'était pas seulement un transport illégal, c'était une mécanique de mort, une procession organisée qui réclamait son tribut humain. À mesure que les semaines s'écoulaient, les signaux se transformèrent en assauts frontaux, et l'atmosphère autour de la Sète devint celle d'une guerre silencieuse où chaque nuit pouvait arracher son tribut. Les convois semblaient grossir, leurs phares alignés comme une armée disciplinée. Et pourtant, les registres de péage restaient vides, comme si la route refusait d'admettre leur passage. Et c'est à ce moment que commencèrent les accidents massifs. D'abord ce carambolage à la sortie du tunnel de Saint-Maurice, 37 véhicules impliqués, 7 morts sur le coup. Et dans le rapport de gendarmerie, une note en marge, les caméras montrent un camion apparaissant à contresens, puis disparaissant avant l'impact. Puis cet incendie mystérieux dans un entrepôt où l'on stockait les pièces saisies d'un camion suspect, un feu si violent qu'il fondit l'acier et noircit les murs jusqu'à la pierre. Et parmi les débris, les pompiers découvrirent des restes humains compactés comme dans un four, sans identité possible. Julien et Aïcha, désormais convaincus qu'ils étaient pris dans quelque chose de bien plus vaste qu'une simple contrebande, commencèrent à être suivis. 2 berlines noires les attendaient devant leur hôtel à Valence. Des hommes en manteau long les observaient aux stations-service. Et un soir, alors qu'ils tentaient de filmer le passage de la caravane depuis un viaduc, une pluie de balles siffla autour d'eux, brisant le béton. Et ils durent fuir à travers bois, haletant, la caméra serrée contre leur poitrine comme une preuve vitale. Aïcha retranscrivit cette nuit dans son dictaphone. Minuit 37, tir d'armes automatiques, 3 chargeurs au moins, poursuivis par 4 silhouettes. Impossible de voir leur visage. Julien blessé à l'épaule. J'ai bandé avec ma chemise. Nous avons rampé jusqu'à la départementale. Et cette bande fut plus tard retrouvée tachée de sang séché. Mais l'escalade ne se limita pas à leur enquête. Les morts se rapprochaient, devenaient personnels. Et le premier à tomber fut un vieil ami de Julien, Arnaud, ancien gendarme qui lui fournissait des copies de rapports. On retrouva son corps dans son garage, criblé de balles, et sur la table, une enveloppe contenant des photos du convoi datées de 1974, comme si cette histoire courait depuis des décennies. Aïcha, elle, perdit son cousin, employé municipal. Il avait accepté de lui donner accès aux caméras de circulation, mais le lendemain, son cadavre fut découvert dans la Saône, main attachée derrière le dos, poumons remplis d'eau croupie et pourtant aucune trace de lutte. Plus ils avançaient, plus le cercle se resserrait, et chaque nouvel indice était payé d'un cadavre. Un médecin légiste qui avait signalé des incisions anormales sur les victimes d'accidents fut retrouvé pendu dans sa morgue. Une journaliste de Lyon qui enquêtait sur les disparitions de routiers fut décapitée, sa tête déposée devant le siège de son journal avec un post-it « Tais-toi ». Les nuits devinrent des chasses. Julien et Aïcha en voiture, poursuivis par des camions qui les frôlaient, phares éteints, surgissant dans leurs rétroviseurs comme des bêtes prédatrices, les poussant sur la bande d'arrêt d'urgence, puis disparaissant dès qu'ils tentaient d'appeler la gendarmerie. Dans son carnet, Julien écrivit « Nous ne sommes plus les observateurs, nous sommes la cible ». Et en marge, une tache de sang montrait à quel point chaque mot coûtait. Pourtant, au cœur de cette escalade, ils mirent la main sur un trésor. Une série de journaux intimes d'un routier disparu dans les années 80, trouvés dans une caisse cachée derrière les planches d'un ancien relais routier abandonné. Les pages décrivaient la même mécanique, convoi nocturne, silhouette, accident maquillé. Et cette phrase récurrente, le chiffre 17 est la clé. 17 camions, 17 sacrifices. Comme si le passé confirmait que rien de nouveau ne se produisait, mais que la caravane nocturne n'avait jamais cessé de réclamer ses morts. Alors, les nuits devinrent insupportables. Coup de fil anonyme où une respiration mécanique se faisait entendre, colis déposés devant leur chambre d'hôtel contenant des morceaux de pneus brûlés et des mèches de cheveux, emails cryptés leur montrant des vidéos de leurs propres déplacements, filmés à travers des viseurs, et toujours cette impression qu'ils n'avaient plus d'issue. L'escalade atteignit son paroxysme quand, une nuit de novembre, ils furent piégés sur une aire déserte. 4 camions surgirent de l'obscurité, encerclèrent leur voiture, moteurs grondant comme des fauves, et des hommes armés descendirent, visages masqués, armes automatiques braquées. Aïcha hurla, Julien tenta de démarrer, mais déjà les balles ricochaient, brisant vitres et tôles. Et dans ce chaos, ils crurent leur fin venue, jusqu'à ce que soudain, les phares des camions s'éteignent tous à la même seconde, plongeant la scène dans une obscurité totale, suivie d'un silence assourdissant,
Et quand ils rouvrirent les yeux, les véhicules avaient disparu, ne laissant derrière eux que des douillis et l'odeur de carburant brûlé. Ce fut la preuve définitive que ce qu'ils affrontaient n'était pas seulement humain, mais une organisation hybride, mi-chair, mi-spectre, et que chaque nuit, quelque chose d'ancien se nourrissait de la route et des corps. La révélation ne fut pas un moment unique, mais une succession de déchirures dans le voile, des fissures par lesquelles la vérité suintait comme un poison. Et chaque nouvelle découverte accélérait la certitude que la caravane nocturne n'était pas un simple trafic, mais un rituel organisé depuis des générations. Cela commença par ce disque dur anonyme déposé devant la porte de leur chambre d'hôtel, glissé dans une enveloppe Kraft où figurait seulement la mention manuscrite 17. Et lorsqu'ils l'ouvrirent, Julien et Aïcha découvrirent des centaines de dossiers classés par année, chacun contenant des vidéos de surveillance trafiquées, des rapports de gendarmerie effacés et surtout une série de plans détaillés du tunnel de Saint-Maurice, où des zones entières apparaissaient hachurées en rouge comme des pièces dissimulées au sein même des fondations, inaccessibles au public. En croisant ces plans avec les journaux intimes du routier disparu, ils comprirent qu'il existait sous la 7 une galerie secondaire, une chambre creusée à l'époque de la construction, scellée officiellement, mais utilisée comme lieu de rassemblement. C'est là qu'ils décidèrent de se rendre, profitant d'une nuit de brouillard pour contourner les barrières, lampe frontale vissée au front, et chaque pas dans les entrailles du tunnel résonnait comme une descente en enfer. Ils découvrirent d'abord des traces anciennes, graffitis en polonais, en arabe, en roumain, langue des routiers disparus, des initiales gravées dans le béton comme des appels à l'aide. Et puis soudain, l'odeur, fer, chair, sang séché. Dans une cavité étroite, ils tombèrent sur une pièce qui ressemblait à une chapelle renversée, mur couvert de croix inversées faites de chaînes de remorque, au centre un autel improvisé avec une bâche de camion, et dessus des restes humains, empilés méthodiquement, parfois découpés en morceaux identiques comme des offrandes. Aïcha faillit vomir, mais Julien filma, et dans la bande qu'on le retrouvera plus tard, on l'entend répéter « Ce n'est pas un trafic, c'est une messe de route ». Plus loin, ils découvrirent des archives plastifiées, rangées dans des caisses étanches, des carnets de bord de camions, datés de 1974, 1989, 2003, 2011, toujours la même structure, 17 noms consignés, 17 cargaisons, et en marge la mention « Offrande validée ». L'horreur prit une forme systématique. Chaque cycle de 17 ans, la caravane revenait, prenait ses victimes et disparaissait, couverte par des réseaux de complicité incluant policiers, fonctionnaires, transporteurs. Mais le plus insoutenable fut ce qu'ils trouvèrent à la fin de la galerie. Une salle circulaire, éclairée par des néons encore alimentés, murs tapissés de photos de victimes disparues, enfants, femmes, routiers, et sur chaque photo un chiffre écrit à la main, de 1 à 17, comme s'il s'agissait d'une comptabilité morbide. Au centre de la pièce, un camion miniature était exposé dans une cage de verre, moteur encore chaud comme si quelqu'un l'avait fait tourner récemment, et posé sur le tableau de bord miniature un petit carnet noir, relié de cuir, où figuraient les dernières lignes d'un prêtre franciscain daté de 1957. « Il roule pour nourrir ce qui dort sous nos routes. Une entité plus ancienne que la ville, plus ancienne que la pierre, et chaque 17 ans, la procession recommence. 17 offrandes, 17 corps pour graisser la mécanique. » Aïcha recopia fébrilement ces phrases. Julien tremblait en filmant. Mais avant qu'il n'eût pu s'échapper, ils entendirent au loin le grondement des moteurs, résonnant dans les galeries, se rapprochant inexorablement. Dans son dernier enregistrement audio, retrouvé plus tard sur une clé USB, la voix de Julien halète « Nous avons vu la chambre, ils arrivent. Ce n'est pas une organisation, c'est un culte. Et le culte a survécu à tout. » Il courait, haletant, la gorge serrée par l'odeur de gasoil et de sang séché. Les murs du tunnel vibraient comme s'ils respiraient. Et derrière eux, les phares s'allumaient un à un, 17 faisceaux alignés comme des épées prêtes à frapper, tandis que les moteurs grondaient à l'unisson d'un cœur monstrueux qui battait sous la route. Julien trébucha, l'épaule déjà ouverte par une balle, mais refusa de lâcher sa caméra, répétant que tout devait être filmé, que la preuve devait survivre, même si eux ne survivraient pas. Et Aïcha, la main serrée sur son dictaphone, continuait d'enregistrer, sa voix brisée, criant « Si quelqu'un entend ça, la caravane existe. Ils prennent 17, toujours 17 !»
Mais à cet instant, les camions apparurent réellement, silhouettes noires aux pare-brise opaques, avançant sans bruit, avalant l'espace, et les 2 journalistes sentirent la chaleur métallique de leurs phares les engloutir avant que tout ne se brouille en une lumière blanche. Quand ils rouvrirent les yeux, ils étaient à genoux sur l'air 17, seuls, comme recrachés par une gueule invisible, leurs vêtements maculés de poussière, mais autour d'eux, aucun témoin, aucun bruit de moteur, seulement le silence. La caméra de Julien filmait encore quelques secondes. On distingue son visage défiguré par la peur. Aïcha pleurant, puis une main gantée surgit de l'ombre, arrache l'appareil et coupe l'image. Officiellement, le lendemain, un communiqué sec évoqua un accident de la circulation impliquant 2 civils, et les noms de Julien Marceau et Aïcha Benali disparurent aussitôt des bases de données administratives, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pourtant, des fragments échappèrent à l'effacement. Une clé USB contenant l'ultime enregistrement d'Aïcha, reçu anonymement par une rédaction lyonnaise, où l'on entend dans un souffle métallique « Ils nous encerclent, les camions roulent dans le noir. Si quelqu'un trouve ça, sachez qu'ils sont partout !» Puis un bruit de freinage et un cri. Le carnet de Julien, taché de sang, retrouvé des semaines plus tard dans une boîte postale de Marseille, avec en dernière page, griffonné « Ils roulent encore. Je les ai vus hier à 22h17. Je ne suis pas fou. » Enfin, une série de photos envoyées à un blogueur indépendant montrant 17 silhouettes sans visage, prises par une caméra thermique sur l'A7, datée du mois précédent. Les autorités démentirent, parlèrent de canular, classèrent l'affaire, mais les routiers continuèrent de murmurer. Certains jurent avoir croisé le convoi dans des nuits de brouillard, phares éteints, avançant dans un silence absolu. D'autres racontent qu'en s'arrêtant sur l'R 17, ils ont trouvé leur pare-brise gravé au couteau d'un chiffre unique, 17. Dans un rapport confidentiel que la presse n'a jamais diffusé, un ingénieur autoroutier décrit une anomalie électrique persistante. Chaque nuit à 22h19, les capteurs du tunnel enregistrent une chute brutale de tension, suivie d'un pic à 22h36, exactement 17 minutes plus tard, comme si quelque chose traversait le réseau électrique avec régularité. Et en marge, il note « similaire au relevé de 1974 et 1989 ». Sur des forums obscurs, des chauffeurs partagent des dashcams, séquences de quelques secondes où l'on voit des phares surgir puis disparaître. Et toujours ce même motif, 17 véhicules, jamais plus, jamais moins. Certains témoignages vont plus loin. Une étudiante raconte avoir été poursuivie de nuit par un camion sans plaque, phares éteints, qui s'est volatilisé quand elle a franchi la sortie 17. Un pompiste affirme avoir entendu des voix psalmodiées sous le béton de l'air, des psaumes inversés qu'aucun haut-parleur ne diffusait. Même dans les hôpitaux proches, des médecins notent des cas d'enfants en crise d'épilepsie récitant les mêmes phrases. 12 sortent, 17 restent, toujours à l'heure du passage supposé. Et pendant ce temps, la mémoire collective s'effrite. Les noms de Julien et Aïcha n'apparaissent plus dans les archives universitaires, leurs articles sont effacés des bases de données. Leurs proches jurent n'avoir jamais eu de parents journalistes, comme si l'histoire elle-même les avalait. Reste seulement ce que vous lisez maintenant, ces traces flottantes, ces voix captées par hasard, ces vidéos surgissant sur le darknet, jamais vérifiées mais jamais totalement fausses. Car la caravane noctive n'est pas un mythe local. Elle se nourrit de la route, elle se nourrit du temps, et chaque 17 ans elle revient, prendre son tribut, 17 vies, 17 corps pour graisser sa mécanique obscure. Peut-être rirez-vous, peut-être penserez-vous qu'il s'agit d'un récit inventé, d'un jeu macabre pour effrayer les crédules. Mais posez-vous la question. Que feriez-vous si un soir de brouillard, roulant seul sur l'A7, vous apercevez dans votre rétroviseur une procession de phares s'alignant derrière vous, silencieux, implacable. Accélérez-vous? Sortez-vous au prochain échangeur? Ou attendez-vous, les mains crispées sur le volant, que la caravane nocturne décide si vous serez l'un des 17 qui restent?